En ce 20 septembre 2025, à l'occasion des 50 ans de l'arrivée en France comme étudiant de Maurice Massengo-Thiassé, le réseau Forum FRTDH vous propose une série d'épisodes autour de la vie de son fondateur. Épisode 1 – En route pour la France. Le 19 septembre 1975, une réception au bar de la Barrière, rue Berlioz, s'organise. Maurice Massengo-Thiassé se retrouve avec ses proches une dernière fois avant son départ pour la France. Présents, les musiciens de l'orchestre Le Peuple du Trio, Sepakos, Kouka Célestin Célio, Bemba Bengi Yvon Pamelo Munka, Muntwari Kom Cosmos. Par ailleurs, Maurice Massengo-Thiassé avait été élu lors de la création de cet orchestre directeur politique aux côtés du président Paul-Henri Olassa, de Gérard Bitsoundou, directeur administratif, de Bouetou Moussa Kiyundu, directeur artistique, et de Walembo Ndaye, directeur financier. Prennent également aussi part à cette réception les membres de l'arrondissement 2, dont son maire Étienne Yundi. Le vol DC-10 de l'UTA fait escale à Fort-Lamy et Nice avant d'atterrir à Paris-Charles de Gaulle, où les étudiants boursiers sont pris en charge par l'Office de coopération d'accueil universitaire qui les installe dans les différentes cités universitaires de la ville. Ce trajet vers la cité universitaire se fait au son de Dolanès Mélodie de Jean-Claude Borilly, son qui continuera à imprégner Maurice Massengo-Thiassé tout au long de sa vie. Ce morceau a par ailleurs fêté ses 50 ans. L'Office de coopération d'accueil universitaire, inscrit en octobre 1975, Massengo-Thiassé à l'Institut libre d'études des relations internationales au boulevard Saint-Germain. L'ILRI a été fondée par René Cassin, l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À sa mort, en février 1976, c'est Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale française, qui lui succède. Edgar Faure recevra en juillet 1976 les étudiants de l'ILRI à sa résidence officielle de président de l'Assemblée nationale. Avant de se lancer en politique, Edgar Faure a exercé à Paris la profession d'avocat et devient membre du barreau à 21 ans. C'est le plus jeune avocat de France de son temps et le plus jeune deuxième secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris. Au cours de son bref entretien avec Maurice Massengo-Thiassé, Edgar Faure lui recommande de s'inscrire à l'Université Paris II, ce qu'il fait tout en étant à l'ILRI. En avril 1976, Maurice Massengo-Thiassé découvre Genève en Suisse, où les premières et deuxième années font un voyage d'études pendant 8 jours au Palais des Nations Unies pour la compréhension du système des Nations Unies. Massengo-Thiassé sera l'étudiant en économie du professeur Raymond Barre avant sa nomination comme Premier ministre par le président Valéry Giscard d'Estaing le 25 août 1976, après la démission du gouvernement de Jacques Chirac. Inscrit à l'Université Paris II, Maurice Massengo-Thiassé étudie à l'Institut des hautes études internationales, l'IHEI. En 1979, il passe sa maîtrise de spécialité en droit international. En 1981, il obtient son diplôme d'études approfondies de l'IHEI avec la mention bien. Il est diplômé d'études supérieures spécialisées de diplomatie et administration des organisations internationales à l'Université Paris-Sud le 8 juillet 1983 avec mention très bien. La désignation du DESS comporte des enseignements sur le système politique international, les organisations internationales et nouvel ordre économique, relations internationales, commerce international et développement, vulnérabilité des États pétroliers. Il s'inscrit ainsi en thèse d'État, avec comme directeur de recherche le professeur Mario Bettati. Maurice Massengo-Thiassé bénéficiera d'un stage de 9 mois à Genève pour faire des recherches et suivre les travaux de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il est docteur d'État en droit public, spécialisé en droit international des droits de l'homme.
Sa thèse portera sur les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations unies. Mention très honorable avec les félicitations du jury, c'est en mars 1986 qu'il devient ainsi le premier spécialiste francophone en droit international des droits de l'homme, dont le professeur Karel Vazak, directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO, est l'initiateur. Maurice Massengo-Thiassé a fait face à un jury composé d'illustres professeurs tels que Mario Bettati, président de ce jury, Charles Zorgbib, doyen de la faculté Paris 11, Karel Vazak, rapporteur du jury de la thèse, Jean-Bernard Marie et Louis Jouanet, magistrats, conseiller juridique du Premier ministre Laurent Fabius et expert de l'ONU. La thèse de Massengo-Thiassé a le mérite de soulever le principe et la limitation de la souveraineté nationale évoquée pour la première fois en 1946 par le professeur René Cassin. C'est ainsi qu'il sera introduit la notion du droit d'ingérence dans un État violant les droits de l'homme. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État doit céder le pas devant les exigences des droits de l'homme dont le respect est essentiel pour l'humanité. Le gouvernement français a eu le grand mérite de se faire adopter à l'Assemblée nationale des Nations unies une résolution allant dans ce sens. Les lettres qui sont je prends le mouvement les lettres. Ça va. Bon anniversaire pour tes 50 ans. Heureux de t'accueillir ici dans au lieu où je travaille. Voilà, aujourd'hui c'est une journée, il fallait que je t'attende et puis voilà. Ouais, donc voilà. Ben, tu peux rentrer à l'intérieur et puis pour notre bonne émission. Donc voilà maître qui est reçu dans le bureau. Et puis bon, et voilà, il y a ce nounours là. Bien, merci de m'avoir accueilli là. Bon, j'enlève mon chapeau. Bon, allez, merci beaucoup. Ouais. Et c'est toi qu'on appelle. Ah ouais. Non, on peut le mettre en ligne. Hein. Allô, monsieur le ministre. Oh, ça va quand on est avec Maître Massengo-Thiassé là. Oui, donc il est venu au boulot là parce que c'est 50 ans de son arrivée en France. Oui, non, mais toi aussi, puisque ce que tu es en train de... Non, même toi, ce que tu fais. Même avec tout ce que tu fais là, tu fais les publications, Maître aime bien les publications. Ah oui, mais je les like, non? Donc ça cartonne sa publication. Oui. Allô, monsieur le ministre. Ben, monsieur le ministre Parfait Vianney, un grand homme de la communication, celui qui met tout le temps en moule les écrits du mouvement patriotique congolais et de la pensée patriotique.
En fait, on te remercie de Maître Aloys Mugileno Masengo. Là, aujourd'hui, nous sommes avec le grand frère Maître Masengo Tiassé et qu'il a souhaité t'entendre, écouter un peu parce qu'il y a eu, ça fait un moment que il n'entend pas ta voix. Donc voilà, je voulais te passer la parole afin que tu souhaites à Maître Masengo Tiassé un bon anniversaire. Oui, bonjour cher Aîné. Je suis content de t'avoir au téléphone et puis sachant que tu es avec Maître Tiassé, je m'en réjouis. En fait, que dois-je dire davantage? Vous faites le travail qu'il faut de sensibilisation, de moralisation du peuple. Et moi, je vous suis d'ailleurs, je vous suis énormément. Mais que dois-je dire d'autre davantage? C'est pour souhaiter simplement un joyeux anniversaire. Je crois que c'est le demi-siècle, c'est ça? Ah oui, le demi-siècle. Le demi-siècle de ma présence en Europe et notamment en France. Oui. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je ne peux que lui souhaiter bon vent, bonne continuation dans ses actions, dans toutes ses actions, parce qu'il faut être épris de justice, il faut être quelqu'un de conviction, parce que le travail qu'il effectue, c'est un travail qui demande du temps, de l'amour pour sa patrie. Et moi, je ne peux que l'encourager, qu'il continue. Merci. Et que Mampungu puisse aussi nous octroyer davantage de vie pour qu'on puisse voir un jour la libération de notre pays pris en tenaille par ces, moi j'appelle en otage, mercenaires, ces mercenaires de la République. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne émission et bonne continuation. Et surtout ce duo qui fait du bien au peuple congolais, parce que les Congolais sont à l'écoute, malgré que nous soyons à l'extérieur, mais de l'intérieur, ils vous écoutent aussi. Donc continuez sur cet élan et vous avez mes encouragements. Merci beaucoup, mon cher parfait. Et tu es un homme parfait d'ailleurs, parce que vous êtes cette génération qui devait transmettre les bonnes connaissances, justement, notre histoire, à ceux qui sont égarés dans la mouvance du PCT et dans ce désordre qu'il y a même à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans le débat de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Paris, mais en tout cas, merci, nous avons le temps et nous aurons également le temps, parce que c'est pratiquement tout le reste de ce mois de septembre que je vais fêter mes 50 ans de présence en France. Et nous allons suivre tout à l'heure Ingrid Foura qui va retracer une partie de cet anniversaire, parce que je le ferai peut-être en 3, 4, 5 parties. C'est important, 50 ans hors de son pays, c'est pas une mince affaire. Et en plus, lorsqu'on a acquis des connaissances qui vous permettent d'édifier les autres et pour favoriser justement un meilleur développement de son pays, on est heureux, mais on est aussi malheureux lorsqu'on sait qu'on a perdu du temps. Parce que déjà depuis 1988, j'avais publié le premier guide des droits et des devoirs des Africains, intitulé « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?» Dans cet ouvrage, j'ai donné la recette dans le cadre du panafricanisme, dans le cadre de l'instrument qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons tout un projet, justement. Lorsque les chefs d'État, démagogie pour les dirigeants africains parlent du panafricanisme, le panafricanisme est contenu dans plusieurs textes. Aujourd'hui, je peux dire, il y a un troisième texte. Il y a le premier texte, c'est la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue la charte de l'Unité africaine.
Et il y a la charte également, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et nous avons la charte africaine pour les valeurs et la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, tous ces instruments réunis constituent justement la vision du panafricanisme. Comme le voulait également le colonel Kadhafi qui a été assassiné avec la complicité de certains chefs d'État africains, il faut le dire, parce que les gens oublient que la dernière conférence que Kadhafi avait organisée à Tripoli, c'était une conférence où il y avait l'UA et l'UE, l'Union européenne et l'UA. Et à cette conférence, il y a eu un scandale. Bon, je ne vais peut-être pas parler de ça, mais en tout cas, Kadhafi avait ridiculisé Sarkozy et il avait ridiculisé aussi le président Biya. Et je pense que, bon, il y a eu un problème de séduction de sa femme, ou je ne sais pas comment. En tout cas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça a mis en colère Sarkozy et certains chefs d'État, notamment Biya, parce que les gens ne savent pas comment Kadhafi a été livré par les Africains. On ne peut pas comprendre, une année avant, justement, son exécution en quelque sorte, il avait organisé une grande rencontre de l'Afrique et de l'Europe. C'est là où justement il avait précisé qu'il tenait à tout prix à mettre à disposition les moyens de la Libye pour justement l'intégration africaine. Kadhafi, il avait une politique, il avait des moyens. Je suis bien placé pour en parler parce que nous étions quelque part les consultants. J'étais son avocat dans l'affaire que vous connaissez, des prisonniers militaires libyens au Tchad. Donc on avait gardé le contact et nous consultait quand il y avait... C'est en ce moment-là que j'ai su. Et puis on avait un ami qui était justement, qui nous servait parfois de traducteur, qui était dans le comité libyen des droits de l'homme, parce que j'ai fait partie de ce comité libyen des droits de l'homme. C'est aussi des révélations. Et ça, c'est en marge justement de ce que je vais exposer sur les 50 ans de ma présence en France, hein, en tant qu'étudiant d'abord, et ensuite en tant qu'activiste, militant des droits de l'homme depuis 1976. Oui, maître, en tout cas, c'est... Moi je vous encourage, hein, parce que c'est un long parcours. Oui. Hein, vous avez sauté des obstacles, vous êtes passé par des chemins obscurs, vous en êtes sorti. Et aujourd'hui, vous êtes là, tout le temps, le bâton toujours debout, et pour éclairer le peuple. Donc moi, je ne peux que franchement vous encourager. Vous parlez du panafricanisme. Là, dernièrement, il y a eu la sortie de notre empereur qui parle du panafricanisme, qui est de africain aujourd'hui. Oui, qu'il est panafricain, mais il devait l'être depuis longtemps. Bon, en tout cas, moi, je peux que vous souhaiter franchement bon vent, continuez à nous éclairer, continuez à sortir les archives, parce que l'histoire du Congo a été occultée, hein. Ils ont ramené le mensonge, parce qu'en les écoutant, on a l'impression que l'histoire du Congo a commencé à partir de ces mercenaires, hein, parce qu'ils ont complètement occulté l'histoire de nos anciens, hein, ce qui a fait qu'aujourd'hui le Congo soit ce qu'il est. Malgré qu'aujourd'hui le Congo est dans le chaos, ils ont vraiment détruit ce pays. Mais moi, je tiens à vous encourager parce que ce que vous faites, les archives que vous détenez, même les étudiants à l'université Marien-Ngouabi ne les ont pas. Les professeurs à l'université Marien-Ngouabi ne les ont pas. Donc, vous êtes un conservateur des documents qu'un jour, le peuple
prendra connaissance pour qu'il soit édifié et qu'on puisse plus être dans des erreurs historiques. Parce que l'histoire, c'est l'histoire. On ne change pas l'histoire en fait. Hein. Donc, quelque part, il faut continuer dans cet élan. Surtout, faites attention à vous. Parce qu'aujourd'hui, ils ramènent parfois... Ils viennent... on a laissé le pays. Mais aujourd'hui, ils quittent ce pays-là pour venir nous chercher en Europe. En Europe, oui. Mais il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Justement de l'état de droit, que le Congolais puisse être en liberté. Et même, ils veulent qu'on rentre au pays, sachant que même le pays est dans la sécurité totale. Donc, quelque part, il y a un problème. Donc, nous n'allons pas être distraits. Nous allons être focus sur ce que nous faisons. Personne ne viendra nous distraire. En tout cas, moi, personne ne viendra me distraire. Moi, j'ai ma vision, celle des anciens, celle de mes aînés, en l'occurrence vous. Donc, je suis mon chemin. Mais un jour, comme dit notre hymne, hein, le soleil se levera hein, et on sortira du tunnel. Donc, il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on ait la foi. Je sais que nombreux d'entre nous sont découragés. Nombreux d'entre nous nous disent le combat que vous menez n'aboutit à rien. Mais moi, j'ai cette foi-là, j'ai cette conviction-là qu'un jour, le soleil se lèvera au Congo. Voilà. Et que Dieu nous garde, Dieu nous préserve pour qu'on voit la libération de ce pays-là. Voilà, maître, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne continuation et bonne émission. Et merci beaucoup aussi à monsieur le sénateur, monsieur Fernand Mathias Ndala, que j'appelle affectueusement le vénérable. Monsieur le vénérable sénateur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Merci, nous allons continuer donc sur notre émission. Merci, monsieur le ministre, mais surtout aussi te rendre hommage du travail que tu fais, vraiment. Le relais. Je n'ai jamais vu dans ma vie un jeune comme toi, hein, vraiment, tout en ayant son boulot, et il se consacre à la République, avec la foi, le patriotisme et tout ça. Et vraiment, je suis en grande admiration devant mon cadet, vraiment tout ce qu'il fait, et que tu nous donnes de l'énergie à continuer. Parce que si tu... Merci, chérie. Oui, donc voilà, monsieur Parfait Vianney, le ministre de la Communication. Ça, tu es le véritable ministre de la Communication, pas les autres. Voilà. Je n'ai pas fait des études de communication. Non, la communication, on l'a en soi. C'est inné. C'est inné, ce n'est pas d'aller à l'université à faire ceci. Mais c'est inné, on l'a en soi. Mais Thierry Mungala, depuis quand il a fait les techniques de communication, c'est nous qui avons fait à Paris 2, avec le professeur Francis Ball, j'avais pris une unité de valeur en technique de communication. C'est là où j'ai appris justement la presse écrite, l'audiovisuel. Hein? Et Francis Ball, il était aussi directeur de l'Institut de journalisme, je crois, à Lille, quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, il était un enseignant qui nous a appris les techniques de communication. Ce que vous faites, on n'a pas besoin d'aller dans une école pour le faire. Il suffit de maîtriser l'outil informatique comme vous le faites. Si bien. Merci. Ok, merci. Oui. Nous allons allez, merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. En tout cas, suivez ces émissions qui se donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, allez, merci. Allez, au revoir. Non, ça a été bien, maître. En fait, pour moi, maître, ce que je voulais dire aussi, c'est que, comment on appelle... Non, attends, range d'abord, puisqu'après je vais faire le montage. Parce que tu as 8 minutes, hein, tu parles, après je coupe, pour faire une autre émission. Parce que ça, c'est la première partie qui va parler. Ben, maître, surtout, bon, aujourd'hui, moi, je suis très heureux à faire 50 ans en France. C'est un grand parcours. Et surtout... entrecoupé, hein? Oui, non, avec d'obstacles, oui, mais tu sais quand... C'est vrai que je ne faisais pas une année complète en Afrique. Oui. Je revenais toujours, puisque j'ai ma famille. Oui, mais surtout quand on a étudié, maître, quand on a étudié en France,
Et puis on a une organisation. Oui, oui, on le part, SIDRAC, on part dans le pays montrer son expérience, ce qu'on a vécu, ce qu'on a étudié, et le mettre en pratique. Voilà. Et ça, c'est la difficulté que nous avons entre ce que nous avons étudié et ce que nous mettons en pratique. Voilà. Que ce soit une bonne pratique, pas une mauvaise pratique. C'est là où on voit que quelqu'un a l'intelligence. Toi, tu es parti, tu as mis ta bonne intelligence au profit du bien commun. C'est cette appréciation. Quand moi je suis venu enterrer ma mère en 2008, je n'ai pas eu le temps de te voir. Parce que quand je passais, c'était 2 semaines, c'était pas grand-chose. Hein? Et on m'a montré, regarde l'immeuble de maître là, qu'il a construit. En fait, les gens n'avaient pas la vision sur la question des droits de l'homme. Est-ce qu'on pouvait exposer tout? Si les gens avertis pouvaient le savoir. Dès l'instant où, depuis 1988, j'ai publié l'ouvrage « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique » qui a été tiré à des milliers d'exemplaires, exactement 38 000 exemplaires. J'ai eu l'avantage que ce bouquin soit sponsorisé par le ministère de la Coopération de France. Le ministre Jacques Pelletier, il a pris cela en charge, et c'est pour ça d'ailleurs ce livre a été diffusé en numérique par la Bibliothèque nationale de France, parce que ça a une portée. Mais c'est un grand mérite. Oui, si c'est pris par la Bibliothèque nationale de France. Et en plus, à l'époque, lorsque l'ouvrage était sorti, c'était Michel Rocard qui était Premier ministre de France. Et Mitterrand était saisi, et ils m'ont invité aux festivités du bicentenaire de la Révolution française. J'ai fait partie de toutes les délégations et tout. Depuis le palais des Chaillots, où j'ai rencontré justement le secrétaire général Pérez de Cuellar. Malheureusement, je n'ai pas les images. Il y avait aussi André Sakharov, à qui j'ai remis cet ouvrage qui venait de sortir à main propre. Il le tient sur la photo que je vais vous montrer. Donc, il y a eu un retentissement sur cet ouvrage. Donc, à partir de cela, nous avons travaillé jusqu'à amener François Mitterrand à convoquer les chefs d'État pour le sommet de la Baule. Voilà le travail que nous avons fait, où il a conditionné l'aide en fonction de la bonne gouvernance. Et là, nous avons eu également cette chance de voir que le mur de Berlin est tombé, et finalement, les États socialistes, puisque ma thèse était les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, j'avais évoqué cette possibilité de voir tomber le mur pour que ces pays recouvrent la liberté et leur dignité. Parce que c'est ça, le combat des droits de l'homme doit être un combat universel. Oui. On ne doit pas le cantonner à un niveau national. Il y a au niveau aussi d'une peau. Oui. Les Noirs ne méritent pas d'être libres. Non, voilà, mais ça, c'est une aberration. Oui. Parce que le premier défenseur des droits de l'homme, c'est Dieu lui-même, qui nous a donné des lois. Vous connaissez au départ les décalogues. Et puis il y a eu ensuite le seul droit que le Seigneur Jésus a laissé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et aimez-vous les uns les autres, c'est quoi? Un défenseur des droits de l'homme, comme je le dis toujours, comme je l'ai dit dans la conclusion de ma thèse, la protection des droits de l'homme, c'est la manifestation de l'amour du prochain. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas chercher à défendre les droits de l'homme, à garantir, à protéger les droits d'autrui si tu n'aimes pas autrui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis incompris. Et quand les gens veulent me mettre dans un cercle ou dans un groupe, ils se trompent énormément. Parce que moi, je ne suis pas un politicien, comme on dit, qui fait la politique politicienne. Non. Moi, je fais la haute politique. On ne peut pas définir les droits de l'homme comme tels. C'est la science des sciences. Aujourd'hui, les droits de l'homme impliquent les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Et aujourd'hui, il y a eu une extension de ces droits. Le droit au développement, le droit à l'information, que les gens
mais ça fait partie des droits. Bien écouter. Oui. Non, les droits à la paix, le droit à l'environnement sont venus après. Oui. C'est pour ça que même en France, ils ont modifié la Constitution pour ajouter l'environnement. Mais en fait, ces droits nouveaux rentrent dans le cadre de ce qu'on peut appeler les droits sociaux et économiques. Puis c'est l'économie justement qui détruit l'environnement par rapport à nos pratiques. C'est là où justement le thème de la science et de la technologie, qui est dans ma thèse, a aidé Pascal Lissouba, qui était à ma soutenance de thèse. Il était ému de la relation que j'ai fait de la science et de la technologie pour favoriser justement le développement de nos pays. Et c'est ça qui a permis justement aux Chinois d'être aujourd'hui une grande puissance. C'est la maîtrise de la science et de la technologie. Donc voilà pourquoi je suis heureux de te dire que nous allons faire une série d'émissions sur ça. Bon, là, c'est parce que nous allons peut-être prendre quelque chose tout à l'heure, ensemble, mon frère, et puis ensuite, bon, nous allons continuer. Nous sommes là pour tout le mois, jusqu'à la fin du mois, parce que je viens d'atterrir à Roissy. Oui. Là, je présente des images de ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport. Il y a eu Pamelo avec le vieux Célestin Kouka qui m'a accompagné, d'autant plus que j'étais leur directeur politique de l'orchestre Le Peuple. Je voyageais pour mes études universitaires, ils m'ont accompagné. On a pris, en dehors du concert, donc on a pris un pot à la barrière. Il y a quelques photos que je montre. En tout cas, je suis content parce que je tiens le coup. Bon, je suis rentré en France, j'avais à peine 64 kilos. Bon, maintenant, je peux dire que j'ai pris 9 kilos. J'étais assez... Oui. Tu comprends? Mais bon, l'âge aussi, j'ai pris du poids. J'ai pris de l'âge. Et surtout, j'ai eu beaucoup de connaissances. Parce qu'il faut se dire une chose. Nous étions dans un monde où on nous abrutissait. Parce que nous avons été une jeunesse, peut-être pas sacrifiée, parce qu'on était pris en charge quand même par l'État. C'est ce que nous voulons pour nos enfants, nos cadets et tout. Nos cadets encore, ils sont perdus, parce qu'aujourd'hui, les cadets, c'est jusqu'à l'enfant qui a aujourd'hui peut-être 50 ans. C'est ce qu'on peut considérer comme cadet. Mais le reste, là, maintenant, ce sont nos enfants. Celui qui a 40 ans aujourd'hui, c'est mon enfant. Mais eux, ils n'ont pas eu cette chose que nous avons eue, d'être pris en charge par l'État, de faire respecter justement nos droits, parce que nos droits à l'éducation. C'est ce que notre cadet parfait Vianney a parlé des mercenaires. Voilà. Qui viennent, qui prennent tout. Voilà. Et l'argent qui n'est pas à eux, ils le mettent dans la poche. Et pendant ce temps, ils regardent la pénurie. Ils créent la pénurie dans les gens pour que dans la pénurie, que tu perdes conscience de toi-même et que tu ailles quémander, que tu ailles te trahir, perdre ta personnalité. Voilà. Là, je parlais avec un ami qui est philosophe, qui va aller enseigner, un Français qui va aller enseigner au Canada. Et on parlait de l'histoire de Trump qui est en train de licencier des journalistes dans des télés. Ce qui fait que il remet en cause la liberté. Parce que le premier élément qu'on a dans la vie, c'est la liberté de penser, d'écrire, de parler, de se déplacer, d'aller et venir. Et tout d'abord, c'est cela. Si on ne l'a pas, on ne peut pas, on vit dans la dépendance. Ce qui fait qu'un dictateur, il jouit de la liberté contre tous. Tu vois, tous ne sont pas libres, mais lui, il est libre. Voilà. Bon, étant libre contre lui-même et contre les autres. Donc, même ça, c'est important, et du fait qu'il faut aussi honorer ce pays, bon, bien qu'il y a des discours qui sont des discours mauvais à l'égard de la France, mais nous ne sommes pas dans ce schéma. Oui. Nous reconnaissons